Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux à ce webinaire donc, sur la réglementation RSE. Un vaste sujet très très long à aborder, donc on va essayer d'être très synthétique pour cette session car les réglementations sont très nombreuses. Alors déjà, je vais vous présenter Altopi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Altopi, on est un cabinet de conseil en RSE. On accompagne des PME et des ETI dans leur transition écologique et sociale, avec toute une panoplie de services qui balayent l'intégralité des sujets RSE, donc aussi bien sur le pilotage de la stratégie RSE, la mesure de l'impact, dont on va parler d'ailleurs pendant ce webinaire, l'implication des collaborateurs et également tout ce qui concerne labellisation et communication autour des actions RSE de l'entreprise. Nos clients, ce sont des secteurs des entreprises de tout secteur d'activité. Je crois que en tant que participant à ce webinaire, vous représentez bien aussi toute cette diversité d'entreprises qui sont soumises à cette réglementation RSE, donc aussi bien dans l'industrie, dans le BTP que dans le transport et l'énergie, et également bien sûr beaucoup d'entreprises dans le service. Alors, le sujet, comme je disais tout à l'heure, est vaste. Il y a de la matière, notamment récemment sur la partie environnementale. Très clairement, le législateur, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, agit énormément sur la partie écologique, puisque c'est l'urgence du moment. Mais la RSE, ce n'est pas que ça. C'est aussi du social et c'est aussi de la gouvernance en règle générale, de l'éthique. Voilà. Donc, on va aborder tous ces sujets-là. Donc, à la fois sur la partie environnementale, qui est vraiment un gros enjeu actuellement et sur lequel c'est là où il y a le plus de réglementations récentes qui impactent directement votre activité. Sur la partie sociale, il y a des lois plus anciennes, mais aussi nouvelles aussi sur certains sujets très particuliers. Sur la partie gouvernance, là, on va parler réglementation européenne notamment et éthique. Et puis, on abordera quelques sujets métiers, puisque la réglementation RSE va aussi se décliner sur des sujets particuliers en fonction d'une activité particulière. Un dernier point, on parlera des outils et des méthodes à mettre en œuvre pour assurer un bon suivi de sa réglementation et une bonne déclaration en fait, des indicateurs qui sont demandés dans certaines réglementations. On va commencer par la réglementation environnementale. Alors, différents sujets, on les a regroupés par grands thèmes pour un peu s'y retrouver. Alors, la construction de notre webinaire est un peu toujours la même chose pour que vous ayez une vision très claire des réglementations qui vous sont destinées. On parle bien sûr de l'objectif à chaque fois de chaque réglementation, mais surtout, on donne une idée de date
c'est-à-dire quelles sont les échéances en fait qui sont inscrites dans chaque réglementation, et aussi bien sûr qui est concerné, puisque c'est quand même le gros enjeu. Donc, si on commence par tout ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie, et notamment, bien sûr, le décret tertiaire. Alors, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, puisqu'en fait, ce sont toutes les sociétés qui disposent d'un bâtiment dans le domaine du tertiaire de plus de 1000 m², que vous soyez propriétaire ou locataire. Vous avez une obligation de réduction de vos consommations d'énergie, alors sur différents paliers, 2030, 2040, 2050 comme objectif de date, mais in fine, il faudra réduire ces consommations d'énergie de 60% d'ici 2050. Donc c'est une loi très ambitieuse qui nécessite forcément à la fois une modification des comportements, mais aussi une intervention sur l'isolation des locaux. Donc ensuite, moi, je prends la main sur la réglementation concernant l'installation de panneaux solaires ou de toits végétalisés. Donc là encore, comme le disait Nicolas, ça concerne beaucoup d'entreprises et surtout la réglementation évolue rapidement. Donc en gros, en janvier 2028, ça va concerner quasiment tous les bâtiments non résidentiels de plus de 500 m² pour les bâtiments existants. Et en revanche, pour les bâtiments neufs, ça sera à partir du 1er janvier 2025 que quasi toutes les nouvelles constructions et rénovations lourdes des bâtiments non résidentiels de plus de 500 m² seront concernés. Là encore, la réglementation va évoluer rapidement et ça sera bientôt, en 2027, 50% des toitures qui devront être couvertes par de la végétalisation ou des panneaux solaires. Donc ensuite, pour ce qui est de l'impact carbone, donc je suppose que la plupart d'entre vous sont déjà au courant, mais de qui est concerné par le bilan de gaz à effet de serre qui est obligatoire tous les 4 ans pour certaines entreprises. Donc pour rappel, les entreprises concernées sont les entreprises de plus de 500 salariés. Néanmoins, il y a eu une réglementation qui vient de changer au 1er janvier 2023, et donc maintenant, toutes les entreprises qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière, c'est-à-dire un rapport en fait de reporting extra-financier, seront maintenant concernées par le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et pour ce qui est des entreprises non soumises à des PEF, elles ont uniquement l'obligation de calculer leur scope 1 et 2. Donc, pour bref rappel des émissions, scope 1, scope 2, scope 3. Donc, le scope 1, ce sont les émissions directes. Donc, par exemple, les véhicules appartenant ou loués par l'entreprise, des émissions indirectes liées à l'énergie. Donc, ça, c'est le scope 2, c'est-à-dire l'électricité, les réseaux de vapeur, de chaleur, de froid. Et enfin, les autres émissions indirectes, c'est vraiment tout le reste, par exemple, les domiciles-travail, les déplacements, domicile-travail, les immobilisations, les déchets, etc. Et pour rappel, la CSRD dont on parlera tout à l'heure va sûrement modifier, en tout cas, les entreprises concernées. Ensuite, pour l'utilisation de la mention neutralité carbone, il y a également encore, depuis 2023, là, une obligation de prouver, en tout cas, on ne peut pas utiliser la mention neutralité carbone comme ça. Maintenant, il faut vraiment présenter un bilan de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou service pour lequel on mentionne une neutralité carbone. On doit également présenter une trajectoire de réduction des émissions et également préciser les modalités de compensation des émissions résiduelles. Et donc, tous ces documents, toutes ces mentions-là doivent être facilement accessibles pour le public et mises à jour tous les ans. Ensuite, pour ce qui est de la consommation responsable, donc là, on a encore des réglementations. Donc, par exemple, l'interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles d'eau. Donc ça, tout le monde ne le sait pas, visiblement, mais la distribution gratuite de bouteilles d'eau en plastique, déjà dans les ERP, donc les établissements recevant du public, ou dans les locaux professionnels, est interdite. Et ça s'applique également aux événements, vraiment dans le cas où, hors exception, si vraiment il n'y a pas d'eau potable ou si c'est impossible de mettre en place d'autres choses que des bouteilles d'eau. Ensuite, pour les établissements recevant du public, là encore, on a une obligation d'installer des fontaines d'eau potable. Donc, il doit au moins y avoir une fontaine d'eau potable.
Ensuite, pour les caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, donc il y a une obligation d'information pour les producteurs, importateurs de produits et générateurs de déchets. Donc, en gros, il faut mettre en ligne plusieurs informations, notamment le taux de matière recyclée, la recyclabilité, la présence de métaux précieux et terres rares, etc. Et enfin, il y a également une obligation de renseigner sur l'indice de réparabilité. Et donc là, ça concerne uniquement 9 catégories de produits qui sont mentionnés juste sur la slide. Et donc, en fait, cet indice de réparabilité, qu'est-ce que c'est? C'est une notation, en fait, sur 10 qui prend en compte, par exemple, la durée de disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage, les outils nécessaires, etc. Et donc, cet indice deviendra normalement un indice de durabilité au 1er janvier 2024 avec l'ajout de nouveaux critères, comme par exemple la robustesse ou la fiabilité des produits. Donc ensuite, on a également toujours un petit peu avec la responsabilité élargie du producteur. Donc là, c'est toutes les personnes qui sont responsables de la mise sur le marché de produits qui peuvent être justement rendus responsables d'assurer la prévention et la gestion des déchets qui sont issus de ces produits en fin de vie. Et donc là, il y a des contributions en fait à verser à des éco-organismes. Et donc, différentes filières sont concernées, notamment les emballages ménagers, les papiers, les produits textiles. Il y a eu, avec la loi AGEC, de nouvelles filières qui ont été créées, notamment pour les jouets, les articles de sport et de loisirs. Ensuite, il y a également une obligation de mentionner la garantie légale de conformité. Donc, celle-ci permet d'obtenir gratuitement la réparation ou le remplacement d'un produit. Et elle est valable 2 ans suivant l'achat d'un produit neuf et 1 an maintenant au lieu de 6 mois auparavant pour les achats d'occasion. Et donc, elle est obligatoire et donc il est même obligé de la mentionner sur la facture pour certains achats, notamment les téléphones, les lunettes de soleil, etc. Enfin, il y a aussi il y a aussi une obligation de trier et de valoriser ces biodéchets. Donc là, actuellement, ça concerne uniquement les entreprises qui produisent plus de 5 tonnes. En revanche, ça va bientôt, donc au 1er janvier 2024, concerner vraiment tous les professionnels qui produisent des biodéchets. Il y a également une obligation de trier ces déchets. Donc, il y a 8 flux et non plus 5, et 9 même en comptant les biodéchets. Donc là, ça concerne vraiment tous les producteurs et les détenteurs de déchets et ça concerne vraiment le papier, le carton, le métal, le bois, le plastique, le verre, fraction minérale, plâtre et donc les biodéchets dont je viens de parler tout à l'heure. Un autre sujet traité dans le cadre de ces obligations environnementales, c'est bien sûr tout ce qui concerne la mobilité. Donc là, c'est la loi LOM qui vraiment a rajouté des obligations pour les entreprises. Tout d'abord, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le plan de mobilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, toute entreprise de plus de 50 salariés doit négocier avec le CSE, les représentants du personnel, un plan de mobilité autour de tout ce qui concerne le domicile-travail. Donc, c'est en gros de travailler avec les représentants du personnel sur une façon de diminuer l'impact carbone des déplacements domicile-travail qui généralement représentent une part importante de l'impact carbone d'une entreprise. La deuxième partie, c'est concernant les flottes de véhicules. Donc là, on parle des entreprises qui ont plus de 100 véhicules de moins de 3,5 tonnes dans leur parc, qui doivent, d'ici 2030, réduire la part de véhicules à forte émission, donc plutôt de basculer sur des véhicules à faible émission, notamment dans le cadre du renouvellement de leur parc. Donc en fait, il y a une obligation de la part des entreprises de renouveler une partie de leurs véhicules avec des véhicules propres. Aujourd'hui, c'est moins de 60 grammes par kilomètre en CO2. Par ailleurs, toutes les entreprises également qui disposent d'un parking, alors ça c'est très compliqué en termes de dispatch, je ne vais pas rentrer dans le détail entre les parkings neufs, les parkings en construction, les parkings réhabilités ou les parkings existants, mais grosso modo, toute entreprise qui dispose d'un parking d'au moins 10 emplacements doit installer des bornes de recharge
à destination des collaborateurs qui viennent en véhicule électrique ou qui possèdent un véhicule électrique dans le cadre de l'entreprise. Et enfin, le forfait mobilité durable. Donc là, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, avec pour objectif de favoriser les mobilités douces ou alternatives. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner un montant à son collaborateur tous les ans, jusqu'à 800 € par an, pour favoriser les mobilités douces, donc type l'achat de vélo par exemple, mais aussi tout ce qui va concerner le covoiturage, l'autopartage, etc. C'est-à-dire en gros de faciliter vraiment les déplacements moins polluants pour venir au travail. On passe maintenant à la partie sociale. Donc la partie environnementale, on l'a vu, traite vraiment de beaucoup de sujets différents. La partie sociale, donc pareil, elle va traiter de différents sujets. Ça sera peut-être un peu moins dense parce qu'il y a moins d'obligations récentes. Mais il y a quand même de nouvelles réglementations qui s'appliquent aux entreprises sur cette partie sociale. Je passe la main à Caroline sur cet aspect-là. Tout à fait. Donc déjà, on peut commencer par l'égalité femmes-hommes. Donc là, il y a des réglementations en vigueur actuellement, donc notamment le fait d'atteindre une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Et donc ça concerne uniquement les entreprises de plus de 1000 salariés. Bon, c'est pas parce que vous faites pas 1000 salariés que vous ne pouvez pas le faire, hein, bien sûr. Mais donc, en gros, à compter du 1er mars 2022, déjà, les entreprises, elles sont obligées de publier annuellement les écarts éventuels de représentation. Et donc, ces informations-là, elles sont rendues publiques sur le site du ministère du Travail. Et à partir du 1er mars 2026, donc l'objectif sera d'atteindre 30% de femmes et d'hommes cadres dirigeants ou alors membres des instances dirigeantes. Et cet objectif-là va passer en 2029 à 40%. Ensuite, au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, là, ça concerne les entreprises de plus de 250 salariés et il faut que ces entreprises-là, donc qui ont plus de 250 salariés, mais qui ont aussi un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 50 millions d'euros, il faut qu'elles disposent d'un conseil d'administration ou de surveillance où il y a au moins 40% de chaque sexe au sein des effectifs. Ensuite, au niveau de l'index égalité professionnelle, donc là, ça concerne des entreprises de plus petite taille, ça concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc, cet index-là, en fait, c'est une évaluation sur 100 points qui évalue le niveau d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, ça prend notamment en compte les écarts de rémunération, les écarts de taux d'augmentation, etc. Et donc, cet index-là, il doit être publié sur votre site Internet, mais également déclaré à l'inspection du travail, et il faut également le communiquer au CSE. Donc ensuite, on passe à un autre sujet qui est le dispositif de protection. Donc là, c'est notamment le dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Donc là, en fait, ça vise vraiment à garantir la confidentialité de l'identité des auteurs des signalements ou des personnes visées, etc. Et donc, dans ce cadre-là, il faut que vous modifiez, si ce n'est pas déjà fait, votre règlement intérieur, car il y a des nouvelles dispositions qui doivent y apparaître, notamment sur l'obligation de protéger ces lanceurs d'alerte. Et il faut mentionner la loi Sapin 2. Il faut également modifier les articles du Code du travail relatifs au harcèlement sexuel et moral qui y font aussi mention. Et il y a également les affichages obligatoires qui doivent être modifiés pour intégrer la protection du lanceur d'alerte. Ensuite, pour les procédures internes de recueil et de traitement des signalements, ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, donc c'est simplement qu'il faut mettre en place une procédure de recueil des signalements. Et oui, bien évidemment, il faut consulter le CSE avant que cette procédure soit mise en œuvre. Ensuite, pour ce qui est du référent handicap, là, ça concerne uniquement les entreprises de plus de 250 salariés. Et donc, ce référent-là, il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Et il existe également un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Et donc là, il y a 2 référents en fait, qui peuvent être en tout cas désignés. Donc, un référent qui peut être désigné
par le CSE parmi ses membres, mais aussi il y a une procédure complémentaire pour les entreprises de plus de 250 salariés qui oblige l'employeur à également désigner un référent harcèlement. On passe maintenant à la partie gouvernance. Donc là, on va traiter de sujets plus généraux qui concernent la RSE au sens large. Donc pour commencer, un dispositif européen dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la directive CSRD. Donc cette directive, en fait, a pour objectif de normaliser l'information extra-financière des entreprises, c'est-à-dire en gros de pouvoir apporter, notamment aux financeurs, mais aussi à toute personne européenne, d'avoir une information normée sur les entreprises, sur justement tous les critères RSE, de la même façon qu'aujourd'hui, on a une information normée sur les informations financières. Ça va donc remplacer la DPEF sur l'exercice 2024, mais ça va aussi agrandir le nombre d'entreprises qui seront concernées par cette déclaration. Donc, aujourd'hui, c'est les entreprises de plus de 500 salariés qui devront déclarer ce nouveau reporting sur l'exercice 2024, mais à partir de 2025, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui sont concernées. Et donc, cette CSRD, ça concerne à la fois un ensemble d'informations sur les process qui sont mis en œuvre dans l'entreprise pour garantir justement une bonne politique RSE, et notamment on parle alors de double matérialité, c'est-à-dire en gros de quels sont les enjeux, par exemple, environnementaux que l'entreprise, sur lesquels l'entreprise a un impact, mais aussi quels sont les enjeux environnementaux sur lesquels l'entreprise va devoir s'adapter. C'est vraiment dans les deux sens. Quels sont les impacts que j'ai en tant qu'entreprise, mais aussi quels sont les impacts liés au changement climatique qui vont m'affecter moi en tant qu'entreprise. Donc tout ça devra être mesuré, et ainsi qu'un certain nombre d'indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, bien sûr, les émissions CO2, mais aussi d'autres indicateurs sociaux comme l'index égalité homme-femme. Donc c'est vraiment une réglementation très importante qui est en cours de finalisation, puisque tous les critères qui vont concerner à la fois des entreprises donc transsectorielles ou sur des indicateurs aussi sectoriels sont en cours de vote et seront votés d'ici juin 2023. Une autre réglementation dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui fait un peu peur, c'est la taxonomie verte. Donc là, on parle de la taxonomie, en gros, c'est une classification des activités des entreprises dans le domaine du développement durable. Et l'idée, donc là, pareil, c'est une réglementation européenne qui concerne les entreprises aujourd'hui soumises à la DPEF, qui doivent déclarer quelle est la part de chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans tout ce qui concerne les activités vertes au sens européen. Donc, ce sont des activités qui ont pour but, bien sûr, d'atténuer le changement climatique ou aussi de s'adapter au changement climatique, de contrôler la pollution, de restaurer la biodiversité, etc. Donc, des activités vertueuses. Donc ça, toute entreprise soumise à la DPEF doit déclarer cette partie, donc la part de son activité qui concerne justement ces activités vertes, mais aussi des activités qu'on appelle habilitantes, donc qui permettent le développement d'activités vertes, et les activités dites transitoires, c'est-à-dire pour lesquelles aujourd'hui il n'y a aucune alternative bas carbone, mais qui existent encore et qui ont pour objectif d'accompagner justement cette transition vers une société bas carbone. Donc ensuite, on va parler un petit peu de gouvernance durable, et donc on va commencer par les dispositifs anticorruption. Donc là, ça concerne les entreprises de plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros, qui ont leur siège social en France, pardon. Et donc, ce dispositif, il est assez lourd et il doit contenir notamment un code de conduite, un dispositif d'alerte, une cartographie des risques, une procédure d'évaluation des tiers, une procédure de contrôle comptable, mais également un dispositif de formation pour former un petit peu les personnes qui sont les plus exposées aux risques au sein de votre entreprise. Il faut également que ce dispositif qu'il y ait un régime disciplinaire en fait, pour faire respecter ce dispositif-là. Et enfin, il doit y avoir un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures qui ont été mises en œuvre.
Ensuite, toujours sur la gouvernance, mais donc on a le sujet du CSE et des nouvelles attributions qui lui ont été attribuées. Donc là, c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés. Dorénavant, elles ont également des sujets environnementaux en fait, à prendre en compte. Et donc le CSE, lors des consultations ponctuelles, il doit être informé et consulté sur les questions environnementales lorsque le projet intéresse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Et donc maintenant, la base de données aussi la base de données économiques et sociales a été renommée. C'est maintenant la base de données économiques, sociales et environnementales. Et donc, elle doit maintenant comporter des informations sur les conséquences environnementales des activités de votre entreprise. Ensuite, on a deux choses qui sont un petit peu liées, donc la raison d'être et l'entreprise à mission. Donc là, ça date maintenant un petit peu, mais en tout cas, l'article 1833 du Code civil avait été modifié pour prendre en compte en fait l'intérêt social. L'intérêt social est maintenant devenu un impératif de bonne gestion des sociétés. Et donc, il y a eu en fait maintenant une nécessité pour les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux, mais aussi environnementaux qui sont inhérents à leur activité. Et donc, pour revenir à la raison d'être, c'est simplement, là, en fait, il est possible de se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire un projet long terme qui inscrit l'objet social de votre entreprise. Donc, par exemple, pour la SNCF, leur raison d'être, c'est apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète, pour le petit exemple. Et donc, ensuite, il y a aussi une possibilité de devenir une entreprise à mission. Mais alors là, c'est un dispositif beaucoup plus lourd parce qu'en fait, la mission, elle doit également être inscrite dans les statuts. Mais il faut également se fixer des objectifs, mettre en place des modalités de suivi et d'exécution des missions. Il doit y avoir une vérification qui doit être faite par un organisme tiers indépendant. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc, on vient de voir un certain nombre de dispositions qui sont générales pour toutes les entreprises. Bien entendu, la réglementation s'applique aussi à des secteurs d'activité particuliers. Alors, on ne peut pas, bien sûr, tous les citer, mais on en a choisi 4 particulièrement qui nous semblaient les plus représentatifs. Donc, notamment sur la partie transport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute société qui propose une prestation de transport doit renseigner auprès du bénéficiaire, donc auprès de ses clients, quelles sont les quantités de gaz à effet de serre qui sont émises dans le cadre de son transport. C'est une obligation aujourd'hui de le spécifier. Dans le domaine de la construction, aujourd'hui, avec la réglementation donc, RE 2020 qui a instauré donc, pour tout ce qui est construction neuve, de nouvelles normes de construction très ambitieuses en termes de bas carbone, à la fois de construction, mais aussi d'usage des bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous construisez un bâtiment neuf, vous êtes soumis à des normes très strictes en termes de construction. Et ce qui a ouvert d'ailleurs, ce qui est plutôt bénéfique pour l'innovation, parce qu'en fait, c'est dans le bâtiment vraiment qu'on trouve aujourd'hui le plus d'innovation dans la réalisation de nouveaux matériaux très bas carbone, donc pour lesquels les émissions sont très faibles. Les opérateurs télécoms sont aussi concernés par cette nouvelle, sur la loi anti-gaspillage, ils doivent eux aussi informer leurs clients en fait, sur l'impact carbone de leur consommation numérique. Et enfin, tout le monde aussi en a entendu parler, c'est le score carbone ou l'étiquette énergie qui concerne dans certains secteurs, donc notamment l'automobile, l'électroménager, sur lequel en fait, vous devez, en tant que producteur ou vendeur, y associer des étiquettes montrant, je dirais, la performance énergétique ou carbone de vos produits. Voilà pour ce panorama. Alors, je pense que ça a été assez dense. On a essayé d'être le plus synthétique possible pour pouvoir brosser l'intégralité de ces réglementations. Comme vous avez pu voir, elles sont très nombreuses. Elles concernent beaucoup d'entreprises, en fait, puisque même toutes les entreprises, finalement, sont concernées plus ou moins. Alors, bien sûr, plus vous êtes gros, plus vous êtes concerné, mais toute entreprise de plus de 50 salariés aujourd'hui a quand même beaucoup plus de réglementations, notamment environnementales, qui la concernent. Or, ce sont des choses qui, aujourd'hui, n'étaient pas vraiment traitées dans l'entreprise, donc ça nécessite une méthodologie.
pour bien se tenir au courant et pour pouvoir suivre ces évolutions, sachant que vous avez pu remarquer que toutes ces réglementations, notamment environnementales, fonctionnent par palier. Généralement, il y a un objectif final à 20 ou 30 ans, et entre-temps, il y a des paliers à respecter, et donc ça nécessite vraiment une organisation interne. Donc, la méthodologie que nous, on promeut au sein des entreprises, c'est déjà d'avoir un référent RSE au sein de l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui s'empare de ces sujets-là, qui sont généralement transverses dans l'entreprise. Que cette personne, donc ce référent, mette en place une réelle veille réglementaire auprès de toutes les différentes lois qu'il peut y avoir. Et à chaque loi ou chaque réglementation qui incombe à l'entreprise, cette personne doit porter en gros le projet sur lequel l'entreprise va devoir agir, et notamment ça peut agir sur ses process. On l'a vu sur l'environnement, ça peut agir sur les achats, quand on parle par exemple des véhicules, ça peut agir sur le process de fabrication, ça peut agir sur les déchets, le tri des déchets, donc la mise en place d'un tri des déchets beaucoup plus efficace, ça peut agir sur la partie communication, avec une obligation de communication sur certains aspects environnementaux, ça peut agir sur également la représentation femmes-hommes, donc du coup sur les process de recrutement, etc. Donc c'est vraiment de pouvoir avoir la capacité d'agir sur les process internes pour modifier la façon dont l'entreprise fonctionne et puisse respecter les différentes réglementations. Et in fine, une fois que les choses sont réalisées, bien sûr, la notion de déclaration est fondamentale. Pour certaines réglementations, vous devez déclarer vos informations sur des différentes plateformes. Donc, on l'a vu, par exemple, le décret tertiaire, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Opérate, sur laquelle vous devez déclarer vos consommations d'énergie, l'index homme-femme, sur lequel que vous devez déclarer auprès de l'inspection du travail, etc. Mais aussi de communication, pareil sur, par exemple, la performance énergétique de vos produits ou sur les émissions de CO2 liées à vos transports, etc. Donc, il y a vraiment ces 4 phases-là à respecter, avec vraiment comme base initiale le référent RSE qui sera garant du respect de cette veille réglementaire. Par ailleurs, l'usage d'outils est également fondamental dans le cadre de ce respect de la réglementation, parce que, comme vous avez pu voir, beaucoup de cette réglementation donne lieu à des objectifs chiffrés, que ce soit des consommations d'énergie, que ce soit une obligation de déclarer son bilan carbone, que ce soit un index égalité homme-femme, donc un écart de rémunération, une représentativité des salariés dans des instances de direction, par exemple. Donc, on est vraiment sur de la donnée à communiquer, à récolter. Donc, la mise en place d'outils devient vraiment nécessaire pour structurer cette donnée et pour s'assurer qu'elle est correctement réalisée. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est collecter la donnée. Notamment si on parle de la CSRD dont j'ai parlé tout à l'heure, on parle de données qui touchent aussi bien la partie vraiment consommation d'énergie, rémunération, vraiment on touche à tous les domaines de l'entreprise, et donc il faut absolument pouvoir collecter cette donnée auprès des différents services de l'entreprise et de façon sur tous les sites et de façon structurée. Donc, une fois que cette donnée est collectée, il faut pouvoir donc ensuite la calculer et ensuite, bien sûr, visualiser, analyser, puisque l'objectif des lois est généralement de faire soit progresser un indice quand il est, par exemple, l'égalité homme-femme, ou au contraire le faire baisser quand il s'agit de ces consommations d'énergie. Donc là, il faut pouvoir à la fois visualiser les données, les analyser pour comprendre pourquoi, quelle est l'évolution et sur quoi on peut agir. Et encore une fois, la déclaration dont j'ai parlé tout à l'heure, l'outil doit pouvoir également formater la donnée pour pouvoir la déclarer auprès des systèmes gouvernementaux de déclaration type Opérate ou autre. Donc, ces outils deviennent vraiment indispensables. En fait, finalement, à l'image d'un outil comptable tel qu'on l'a aujourd'hui dans une entreprise où on va récolter toute l'information financière pour la formater un format compréhensible par tous. Aujourd'hui, tout ce qui est indicateur ESG doit également donner lieu à des outils de formatage. Excel aujourd'hui n'est plus suffisant pour suivre ces indicateurs-là dès lors qu'en plus on est multisite. Donc,
Merci, j'espère que on n'a pas été trop rapide. J'espère que voilà, vous avez pu apprendre des choses. Euh, on peut dorénavant passer à quelques questions qui ont certainement été posées dans le cadre du webinaire. Alors, une première question qui a été posée est la suivante. Donc, sur la partie DPEF. Donc, quelles sont les conditions pour être soumis à une DPEF? Caroline, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, alors, donc pour rappel, donc, on va rappeler les seuils. Enfin, il y a une différence entre société cotée ou non, mais on va parler uniquement des sociétés qui ne le sont pas, on va dire. Donc là, donc les seuils, ce sont... Hop. Donc, c'est les entreprises qui satisfont deux des critères suivants. Donc, il faut avoir plus de 500 salariés, plus de 40 millions de chiffre d'affaires et ou 20 millions, plus de 20 millions de total de bilan. Et donc là, en tout cas, les entreprises qui remplissent ces conditions et qui établissent des comptes consolidés, elles sont tenues de publier une DPEF consolidée lorsque le groupe qu'elles contrôlent dépasse ces seuils. Par contre, les filiales qui dépassent ces seuils sont exonérées. Je ne sais pas si ça a été clair pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, pour un entrepôt de 13 000 m² avec 40%, là, on est vraiment sur des calculs mathématiques. Oui, alors en fait, justement, tout à l'heure, on était un peu évasif sur les dimensions qui étaient concernées. Donc là, en fait, c'est un bâtiment existant. C'est bien ça. Donc, pour les bâtiments existants, donc là, on parle de Enfin, pour les bâtiments existants, on avait dit tout à l'heure qu'avant le 1er mai 2028, déjà, tous les bâtiments non résidentiels de plus de 5 mètres sont concernés. Seuls qui remplissent du toit. Alors, oui, là aussi, donc tout à l'heure, ça, je ne l'ai pas mentionné non plus, mais en fait, il y a des évolutions quant au mètre carré, enfin, aux proportions qui vont être couvertes. Et donc, là, la proportion couverte par la végétalisation ou les panneaux photovoltaïques passe à 40% à compter du 1er juillet 2026, puis à 50% à compter du 1er juillet 2027. Jusque-là, c'était 30%. J'espère qu'on a bien répondu. Alors, une dernière question avant de terminer ce webinaire. Est-ce que les associations sont concernées par la DPEF? Alors, je passe la main à Caroline qui recherche frénétiquement. Alors, je vous avoue que cette question, enfin, je n'avais pas anticipé cette question. Alors, honnêtement, je n'ai pas creusé la question sur les associations. Il faut que je vérifie. Je me suis vraiment concentrée sur les entreprises. Après, je ne vois pas pourquoi les entreprises seraient soumises et pas les associations. Après, c'est vrai qu'il y a des exclusions jusque-là, notamment, par exemple, les SAS qui étaient exclus. Donc, est-ce que les associations faisaient également partie des exclusions? Ça, c'est à vérifier. Il faut que je n'ai pas la réponse là tout de suite.
On ne peut pas tout savoir. C'est des choses qui sont complexes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La réglementation est complexe et surtout sur ces modalités d'application. En fait, les objectifs sont clairs, mais les modalités ne sont pas forcément très claires. On a une autre question là, juste avant de terminer. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par l'installation de toits végétalisés aux panneaux solaires en 2028? Donc, toutes les entreprises, donc en tout cas, pour les bâtiments existants, en tout cas, pratiquement tous, là j'ai une liste voilà, des bâtiments qui sont concernés, bâtiments non résidentiels, mais en gros, avant le 1er janvier 2028, vraiment, ça sera à la limite. Donc, il faudra qu'il y ait une surface qui n'est pas encore définie, mais parce qu'il y a des décrets en fait qui sont encore qu'on attend encore, et puis cette loi évolue assez rapidement. Mais en tout cas, moi, j'ai noté vraiment que pratiquement tous les bâtiments non résidentiels de plus de 500 mètres carrés existants devront intégrer un tel dispositif, donc soit un procédé de production d'énergie renouvelable, soit un système de végétalisation, ou alors un autre dispositif, mais qui est obligé d'aboutir au même résultat. Et donc, pour les bâtiments concernés, donc, ce sont les bâtiments commerciaux, logistiques, industriels, administratifs et artisanaux, les bâtiments de bureaux, les équipements sportifs et de loisirs, les hôpitaux, les bâtiments scolaires et universitaires, et enfin les parcs de stationnement couverts de plus de 500 mètres carrés, donc prise au sol. Donc, je ne sais pas si je ne vous ai pas trop assommé par ma réponse, mais donc en fait la réglementation vient de changer là, il n'y a vraiment pas longtemps du tout, avec la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, donc c'est vraiment tout neuf. Merci à tous pour ces questions. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails, notamment sur la mise en œuvre de certaines réglementations, où pour le coup, c'est vraiment très technique et très récent également, parce que les choses changent assez rapidement et évoluent et sont assez ambitieuses d'ailleurs. Nous, en tout cas, c'est notre interprétation des réglementations et on trouve ça plutôt positif. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées de toute façon directement sur notre site web. Un grand merci donc d'avoir suivi. Donc vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, bien évidemment. On envoie une newsletter également tous les mois avec un point, et notamment sur un point réglementation. Et chose importante, on a écrit un livre blanc l'année dernière concernant les étapes pour entamer une démarche RSE, et ce webinaire est une introduction en fait à la mise en œuvre, à la mise en place d'un nouveau livre blanc qui va sortir cette année, justement sur la réglementation, sur le détail de cette réglementation, dont vous retrouverez donc l'intégralité de ce qu'on vient de se dire, et bien sûr en beaucoup plus détaillé et beaucoup plus fourni, l'intégralité de ces réglementations. Voilà. Le webinaire sera disponible en replay directement sur notre site. Un grand merci à tous de votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.